Bonjour tout le monde. On va commencer ensemble une série de vidéos concernant le noyau embarqué temps réel FreeRTOS. Cette première vidéo consistera à décrire ce noyau, sa structure de fichiers, euh, ses fichiers de configuration, les gestionnaires de tâches et bien d'autres points. Les autres vidéos concernant le portage de ce noyau, euh, que ce soit sur un module Arduino ou sur un module STM32. Donc, concernant cette première vidéo, donc on va commencer par la présentation et la description de ce noyau open source. Puis, on va parler un peu de sa structure de fichier. On va s'intéresser plus spécialement au fichier de configuration FreeRTOS-config.h, qui est le principal fichier de configuration en cas d'implémentation de FreeRTOS sur une plateforme matérielle. Puis, on va voir la mise en place de la configuration de l'ordonnancement sur FreeRTOS, c'est-à-dire préemptif, round robin et tout ça. Puis, on va parler un peu, donner une idée de l'API natif de FreeRTOS et on va finir par la gestion des tâches sous FreeRTOS. Donc, comme rappel, donc parce qu'on a déjà vu ça, donc on va rappeler sa description. Donc, c'est un noyau qui a été créé en 2003 par Richard Doty. Il a depuis été acquis par Amazon Web Services, qui offre un support pour les développeurs sur le site freeRTOS.org. Donc, si on consulte le site, donc vous avez accès au téléchargement concernant les différentes plateformes, ainsi qu'un forum, et aussi un tutoriel en ligne. Donc, tout ce qu'on a besoin pour débuter avec FreeRTOS. D'accord. D'un autre côté, comme j'ai dit, donc, il est premièrement open source et deuxièmement, il a une faible empreinte mémoire. Donc, concernant la mémoire flash, il peut prendre un espace de 6 à 12 kilooctets en fonction de la configuration de l'application. Et dans la mémoire RAM, on a besoin d'un espace de 0,4 kilooctets, plus bien sûr les piles qui sont consacrées à chaque tâche avec une surcharge de traitement minimale. Il peut fonctionner en mode préventif. Il est portable sur 32 architectures de microcontrôleurs, ce qui est très important. Et comme on a dit, c'est un système d'exploitation temps réel, vraiment gratuit, pour une utilisation libre dans toutes les applications. Cependant, il existe deux versions commerciales. L'une OpenRTOS pour les systèmes à haute intégrité, avec un support professionnel payant pour, euh, pour, euh, pour le support, bien sûr. Et il y a une version SafeRTOS qui comprend les certifications pour les secteurs médical, automobile et industriel. Donc, donc ce sont les deux versions payantes et non gratuites de FreeRTOS. Donc les principales caractéristiques de ce noyau sont premièrement, comme tous les noyaux, la gestion des tâches. On sait bien qu'une unité d'exécution contrôlée par ce type de noyau est la tâche. Alors pour FreeRTOS, il n'y a pas de restriction logicielle au niveau du nombre de tâches qui peuvent être créées, ni au niveau du nombre de propriétés qui peuvent être utilisées. D'un autre côté, on peut attribuer la même priorité à plusieurs tâches, en activant bien sûr l'ordonnancement round robin. Pour la gestion du temps, euh, donc il répond à l'interruption d'un timer interne au processeur dans lequel on va porter, on va implémenter le système d'exploitation. Donc ce timer va permettre de mettre à jour périodiquement l'ordonnancement, les alarmes, les compteurs associés aux différentes tâches. Troisième point, donc, c'est la synchronisation et la communication entre tâches. Donc il sera assuré par la création de files d'attente pour le partage de données et aussi les sémaphores pour la synchronisation. Il y a aussi la gestion des interruptions, qui est un point très important vu que le noyau
permet l'activation et la désactivation des interruptions externes du système, ce qui permet par exemple à un périphérique de communiquer avec une tâche grâce à un sous-programme d'interruption. Donc, il y a aussi d'autres fonctionnalités comme le mode tickless qui permet de mettre le microcontrôleur en mode sleep pour les applications à faible consommation de puissance. Alors, concernant la structure de fichier, donc, on peut dire que cette structure de fichier est divisée en comment dire, en trois principaux blocs, trois principaux types de classes logicielles. Donc, il y a la couche du code qui est indépendant, donc là, la couche du code qui est indépendant du processeur où sera implémenté le FreeRTOS. Donc, c'est le noyau proprement dit. Donc, on distingue plusieurs fichiers dans cette couche. Donc, il y a par exemple le fichier task.c qui contient toutes les fonctions qui permettent la gestion des tâches comme la création, la suppression, le changement de priorité. Il y a aussi le fichier timer qui permet la gestion du temps avec des fonctions timer logicielles pour par exemple retarder une tâche ou obtenir leur système. Et il y a aussi le fichier heap XX, ça veut dire que ça peut être soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Donc c'est en fonction du mode de gestion de mémoire qu'on veut, ou de l'approche de la gestion de mémoire qu'on veut utiliser. Qui est seulement, ça veut dire la mémoire RAM. Comment allouer, comment libérer les segments de mémoire RAM. Et comme on a vu dans le cours, donc le heap, c'est une zone mémoire qui est RAM, qui est affectée au noyau temps réel, et dans laquelle il va consacrer une zone RAM. Dans cette zone heap, il y aura une zone pour chaque tâche. Dans cette zone heap, il y aura une zone pour chaque tâche comme on a vu dans le cours. Et cette zone contiendra le TCB de la tâche et la zone mémoire pile de la tâche. Donc, alors, la gestion de ce heap, donc il y a 5 approches qui sont symbolisées par 5 fichiers. Donc, la première approche, donc, c'est le fichier heap1. Donc ça, c'est la méthode classique. Donc, c'est la plus simple avec une allocation statique de la mémoire, mais sans pouvoir la libérer en cas de suppression de la tâche, par exemple. Il y a aussi l'approche heap2. Donc là, c'est une allocation dynamique avec la possibilité de libérer de la mémoire. Mais quand il y a des blocs libres qui sont adjacents, donc on ne peut pas fusionner ces blocs libres. Donc heap3 c'est la même chose que heap2, mais avec l'utilisation des API standards malloc et free. Alors heap4, donc elle a l'avantage de heap2, mais avec la possibilité encore plus de fusionner les blocs libres qui sont adjacents pour éviter la fragmentation. Et c'est généralement cette approche-là qu'on va utiliser dans notre EP. Et le heap5, la même chose que le heap4, mais avec en plus la possibilité d'étendre la mémoire heap, c'est-à-dire la zone mémoire allouée au heap, sur plusieurs zones mémoire RAM qui ne sont pas adjacentes. Donc voilà un rappel concernant la gestion mémoire. Donc ce fichier heap X, c'est-à-dire que soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et nous, on va utiliser l'approche heap 4, c'est-à-dire allocation dynamique de la mémoire avec la possibilité de fusionner les blocs libres adjacents pour éviter la fragmentation. Donc ça, c'est la première couche concernant le code qui est indépendant du processeur. Donc la deuxième couche, donc, elle concerne le code spécifique à l'application, voilà, qui dépend de la configuration et qui est en relation avec la configuration du noyau. Donc on distingue deux principaux fichiers, donc le fichier freeRTOS.h, donc c'est le fichier en tête header qui sera inclus dans l'application.
pour donner accès, donc c'est lui qu'on va ajouter include au début de l'application principale pour donner accès, pour avoir accès aux différentes fonctions et services du noyau temps réel. Et le deuxième fichier plus important dans cette couche, c'est le freeethosconfig.h. Donc, c'est le fichier principal de configuration du noyau. Il permet à l'aide de l'initialisation de plusieurs constantes globales. Il permet d'initialiser l'horloge système, le nombre de maximum de tâches par exemple, la plus basse priorité qu'on peut assigner dans notre application, le nombre de files d'attente, la taille minimale qu'on peut allouer à une pile par exemple, ou la taille qui sera allouée à la zone heap, et ainsi de suite. Donc on va voir ce fichier en détail après. Et il y a la troisième partie, c'est la partie portable, donc là, qui est indépendante qui est dépendante, je m'excuse, du processeur proprement dit, euh, dans lequel on va implémenter le noyau. Donc revenons maintenant au fichier qu'on va utiliser quand on voudra implémenter notre noyau dans une plateforme matérielle donnée, c'est le fichier de configuration freeethosconfig.h. Donc comme je dis, il contient plusieurs constantes globales qui permettront de configurer votre noyau en fonction de l'application. On distingue pas, donc vous avez devant vous un exemple de ce fichier, on distingue par exemple la constante config use preemption. Donc cette constante permet d'activer, de choisir le mode d'ordonnancement. Donc si elle est mise à 1, on choisit un noyau préemptif. Si elle est mise à 0, on choisit un noyau coopératif. Et on avait vu dans nos cours la différence entre ces deux modes. Il y a aussi la constante la config CPU clock Health. Donc donc elle permet de configurer l'horloge du processeur utilisé. Elle dépend principalement de la plateforme, de la carte. Donc par exemple, si c'est un Arduino, ça sera de 16 MHz. Si elle est de 20 MHz, je pense qu'elle concerne le STM32. Il y a aussi une troisième constante qui est très utilisée, très importante, je m'excuse, c'est config tick rate Health. Donc elle permet de configurer le time slicing, donc le tick d'horloge au bout duquel l'ordonnanceur se réveille pour vérifier l'état de différentes tâches et s'il y a la nécessité de changer de contexte. Donc ici, par exemple, c'est de 1000 Hz, ça veut dire 1 milliseconde. Il y a aussi la variable config max priority, ça permet de fixer la priorité maximale des tâches disponibles à l'application. Alors ici, quand on met 4, ça sous-entend qu'on ne pourra utiliser que 4 tâches. Il y a aussi la constante, avant ça, il y a cette constante-là. Elle aussi, elle est utile, c'est config minimal stake size, c'est-à-dire la taille minimale qu'on peut affecter, de la pile qu'on peut affecter à une tâche. Et après, il y a la config total heap size, donc là, c'est la taille maximale, c'est-à-dire c'est la taille qui sera affectée à la zone mémoire heap pour l'allocation dynamique. Elle dépendra bien sûr du nombre de tâches, de la taille de la pile allouée à chaque tâche, et ainsi de suite. Après, il y a la variable config task name length, c'est-à-dire la longueur du nom qui sera donné à la tâche. Et ça, c'est un paramètre qui sera alloué à une tâche à chaque création. Et ici, ça veut dire que ce nom ne peut pas dépasser 8 caractères. Bien sûr, il y aura d'autres variables qu'on pourra configurer en fonction des besoins. Là, j'ai décrit les principales variables qu'on va utiliser. Et enfin, ce fichier offre aussi la possibilité d'inclure les fonctions API natives, soit de les inclure, soit de les activer, soit de les désactiver, en fonction bien sûr de l'application. Et là, c'est très important cette partie parce que c'est avec ça qu'on arrive à contrôler l'empreinte mémoire. Donc si un service ou une fonction n'est pas utilisée, on a la possibilité de la désactiver. Ici par exemple, on a activé la fonction task delete.
On a activé task suspend, on a activé task delay, mais on a désactivé la fonction task cleanup resource. Donc voilà une idée globale sur ce fichier de configuration. On y reviendra à ce fichier quand on voudra implémenter notre système, que ce soit sur un module Arduino ou sur un module STM32. Donc maintenant, concernant l'ordonnancement sous FreeRTOS, donc on a vu qu'il y a préemptif, il y a le collaboratif, il y a le round robin qui est activé quand on a des tâches qui ont la même priorité. Donc on va voir l'application de ces modes dans FreeRTOS. Donc par exemple, si on veut activer l'ordonnancement préemptif fixe, donc on a vu cette variable, je m'excuse, cette constante globale, config use preemption, il suffit de la mettre à 1. Donc quand on la met à 1 dans le fichier de configuration principale freeRTOSconfig.h, on a un mode d'ordonnancement préemptif. Donc comme le montre cet exemple, donc on a 3 tâches, task 1, task 2, task 3, sachant que task 1 est plus prioritaire que les task 2 qui est elle-même plus prioritaire que task 3. Et là on découvre une tâche idle task qui est une tâche créée par défaut. C'est-à-dire cette tâche-là, elle est créée par défaut par le noyau FreeRTOS. Donc, il lui affecte la plus faible priorité, donc à savoir 0. Elle représente une tâche d'attente et de maintenance pour votre application. Ça veut dire si aucune tâche n'est exécutée, donc le noyau temps réel, il donne la main à cette tâche. Donc en général, qu'est-ce qu'on met? On met par exemple des routines qui permettent de nettoyer notre application, de faire des trucs comme ça. Et cette tâche, vous allez voir qu'il y a une variable qui s'appelle config idle should yield. Donc, je pense elle est là. On a des, voilà, c'est là, cette constante. Config idle should yield. Donc, si on l'active, si on met cette variable à 0, maintenant, par exemple, cette constante, je m'excuse, elle est mise à 1, ça veut dire la tâche idle. Donc, on ne va pas lui allouer le time slash propre. C'est-à-dire qu'en cas de, dans le cas où on a une propriété, on a une tâche qui a la même, priorité que la tâche idle. C'est-à-dire dès qu'elle veut démarrer, donc automatiquement elle est désactivée pour donner la main à la tâche qui est prête et qui a la même priorité qu'elle en cas de. Ici, quand on met 1, c'est le cas. Mais quand on met 0, ça veut dire la tâche, elle va s'exécuter pendant tout le time slice qui lui sera alloué. Et bien sûr, quand le round robin est alloué. Donc je reviens ici, donc dans ce cas-là, donc voilà, c'est une tâche créée par défaut par le numéro avec la plus faible possibilité. Donc vous remarquez que dès le départ, donc c'est la tâche 2 qui est réveillée à l'instant T1, donc elle s'exécute. Quand elle finit son exécution, il n'y a aucune tâche parmi tâche 1, tâche 2, tâche 3 qui est active, donc automatiquement, on donne la main à idle task qui s'exécute jusqu'au réveil de la tâche 3. D'accord, voilà, preempt idle task. Donc ici, et ici à ce moment-là, à chaque fois que la tâche 3 se réveille, donc on donne la main à cette tâche. Maintenant, à l'instant T6, la tâche 3 était active, à l'instant T6, et la tâche 2 s'est réveillée. Donc automatiquement, il y a de la préemption. On arrête la tâche 3, on exécute la tâche 2 pour revenir à la tâche 3. Et quand aucune tâche n'est réveillée, on revient à la tâche idle, en attendant qu'une tâche se réveille. Ici, c'est la tâche 1, ici, qui fait de la préemption par rapport à la tâche 2. Voilà, donc si on veut tout simplement résumer, si on veut activer la préemption, le mode préemptif, on n'a qu'à mettre cette variable à 1, cette constante config use preemption à 1. Deuxième cas de figure, on veut l'ordonnancement préemptif, mais avec le time slicing, c'est-à-dire il y a des tâches qui ont la même priorité donc, et qui doivent être gérées par le round robin. Donc dans ce cas-là, voilà la configuration qu'on met. Donc la constante config use preemption, on la met à 1. Ça permet d'activer le mode préemptif. Config use time slicing, donc ça permet d'activer le round robin. Et config idle should yield, on la met à 0.
C'est-à-dire là, la tâche, parce que quand on active le time slicing, quand on a deux tâches qui ont la même priorité, l'ordonnanceur va donner à chaque tâche un temps qui, est qui lui est alloué, ce qu'on appelle le time slicing. Donc c'est ce qui se passe, regardez qu'est-ce qui se passe entre la tâche 2, par exemple, la tâche idle, ils ont la même priorité, par exemple, 0. Donc là, il va leur donner à chacun, ça c'est le, je m'excuse, ça c'est le time slicing. Donc la tâche idle aura son time slicing et la tâche 2 aura son time. Donc chaque tâche s'exécutera pendant une durée bien définie. Et là, dès que la tâche 1 se réveille, elle fait de la préemption. C'est-à-dire elle bloque les tâches, les autres tâches et s'exécute. Alors si on veut que l'idle n'entre pas en jeu ici, il suffit de changer cette variable avec 1. Là donc elle va pas s'exécuter pendant son time slice. Donc voilà deux exemples de configuration de noyau temps réel. Maintenant on va parler un peu de l'API, l'application programmée interface native. Alors on sait que l'API c'est l'interface, donc l'API native ici, c'est-à-dire l'API initiale de FreeRTOS. Pourquoi je dis native? Parce qu'il y a certaines plateformes comme STM32 qui offrent un API propre à leur application. Donc l'API native, c'est-à-dire initiale de FreeRTOS, c'est l'ensemble original, normalisé de macros, de méthodes, de fonctions, de types, de préfixes et de constantes qui sert d'interface. Donc c'est l'interface que vous donne le noyau RTOS, vous les programmeurs, pour avoir accès à ces services. D'accord? Donc c'est l'interface, les fonctions, les constantes, les macros que vous avez vous comme programmeur pour communiquer, pour exécuter les services du noyau temps réel. Donc par exemple, les types de base de ce noyau sont port char, donc c'est pour tous les types char, c'est l'équivalent à char dans C. Port chart, c'est les entiers de 16 bits, et port long, les entiers sur 64 bits. Et il y a un type de base, int, ici un entier sur 32 bits. Mais ce que je vous dis ici, c'est le port type, c'est pour la plateforme STM32, qui peut changer si on passe à Arduino. Il y a aussi les notations des variables, et on va remarquer par normalisation que les noms des variables, dans les noms des variables, il y aura toujours un préfixe au début de la variable, qui va indiquer le type de la variable. Donc le préfixe, c'est une lettre qu'on va ajouter au début de la variable. Donc par exemple, si on ajoute C, ça veut dire que la variable est du type char. Si on ajoute S, short, L, long, X, c'est le type de base. P, c'est un pointeur, et U, c'est un signet, non signé. Par exemple, X, sémaphore. Donc là, c'est une variable. Regardez le préfixe, la lettre. La variable sémaphore avec la lettre X, le préfixe. Et si je consulte ici, X, c'est-à-dire c'est le type de base, qui sera par exemple dans STM32, 32 bits. Si on commence par S, ça veut dire que le résultat, ça sera le variable de type short. Donc toutes les variables, par convention, commencent par une lettre qui indiquera, bien sûr, le type de cette variable. D'accord. Donc le troisième point qu'on va voir, c'est les types ou les notations des fonctions. Donc là, des notations des fonctions, on remarquera que par convention, les noms des fonctions commenceront toujours par deux préfixes. Les noms des fonctions commenceront toujours par deux préfixes. Le premier est une lettre qui indiquera le type de la variable retournée par la fonction. Et le deuxième préfixe, par exemple ici, on va voir trois exemples. V task priorité 7, X que receive et V sémaphore create binary. V task priority commence par V. Ça veut dire la première lettre, regardez le préfixe, la première lettre.
il indiquera le type retourné par la fonction. Donc V c'est void, ça veut dire tous les deux, par exemple V task priority 7, ils vont retourner une void. Et la même chose pour V semaphore create binary. Par contre, la fonction x que receive, donc le préfixe sera x, donc elle va retourner si on regarde ici, x c'est quoi x? C'est port base type, c'est-à-dire elle va retourner le type de base, c'est-à-dire ici dans le cas de STM32 par exemple, c'est 32 bits. Alors le deuxième préfixe, il suit cette lettre, le premier, c'est le fichier. Regardez task, que, sémaphore. Voilà, task, que, sémaphore. Donc ça veut dire V, task, priorité 7. V c'est le premier préfixe, il indique la valeur retournée par la fonction. Task, ça indique le fichier où se trouve la définition de cette fonction. Vous la retrouverez dans le fichier task.c. Et bien sûr, le nom de la fonction vient après, priority 7. Donc pour la deuxième fonction, x que receive, x ça veut dire la fonction va retourner le port de base, le type de base, je m'excuse. Deuxième préfixe c'est que, ça veut dire que cette fonction elle est définie dans le fichier que.c. Et bien sûr, le nom de la fonction, c'est ici. La même chose pour V, semaphore create binary. Donc, elle va retourner au void. Cette fonction, on va la retrouver dans le fichier semaphore.c. Et le nom de la fonction, c'est create binary. Donc, c'est vraiment la convention de la déclaration des fonctions. On va rappeler ça. À chaque fois qu'on utilisera une fonction, je vous rappellerai ça. Premier préfixe, c'est le type retourné par la fonction. Deuxième préfixe, c'est le nom du fichier où se trouve la déclaration de la fonction. Et bien sûr, suivi par le nom propre de cette fonction. On va finir par les macros. Donc, il y a plusieurs macros. Les quatre qu'on va beaucoup utiliser, c'est pdTrue et pdFalse. pdTrue, c'est équivalent à 1. pdFalse, c'est équivalent à 0. Il y a aussi pdPass, c'est-à-dire une fonction qui s'est bien exécutée, ou pdFail. Pass, c'est 1, fail, c'est 0. Le PD, qu'est-ce que c'est? PD, tout simplement, que le fichier où sont déclarés ces macros, c'est projet definition. P pour projet, D pour definition. C'est pour ça que les macros commencent par ce préfixe-là qui indique le fichier d'origine de ces macros. Donc voilà, ça c'est une idée rapide pour avoir une idée de l'API natif de FreeRTOS. Donc maintenant, on va voir la gestion des tâches par FreeRTOS. On va commencer par rappeler les principes de base, donc, pour tout, qui sont en général communs pour les autres noyaux embarqués. Donc une tâche est définie, comme on le dit dans le cours, par trois choses. La première, c'est le code de la tâche, qui est une fonction C, voilà, void task name, c'est une fonction C. Et cette fonction C, donc, elle s'exécute en boucle infinie, donc voilà, soit avec l'instruction for, soit avec l'instruction while. Elle s'exécute en boucle infinie, et en général, on peut, avant la boule, commencer par un code qui permet l'initialisation de cette tâche. Ce code ne s'exécutera qu'une seule fois. Donc, ça permet d'initialiser certaines variables ou certains paramètres propres à la tâche. Donc ça, c'est la première chose, le code de la tâche. Deuxième chose, c'est le TCB. Donc chaque tâche, on a dit, elle est caractérisée par son TCB qui contient tous les paramètres correspondant à la tâche. Et ce TCB, c'est une simple structure de données nommée task TCB. Et sa définition se trouve dans le fichier task.c. Voilà un exemple j'ai pris une partie de cette structure. On y trouve par exemple la variable UX priorité qui contiendra la priorité de la tâche, ou le pointeur PXTake qui pointera vers la zone mémoire P de la tâche, ou la variable name, le nom de la tâche. Vous vous rappelez bien? Donc la taille, cette constante, on l'a vu dans le fichier de configuration, c'est elle qui fixera la taille maximale de ce nom.
Et bien sûr, bien d'autres. Ici, je donne uniquement une idée de la structure concernant le TCP. Et troisième chose, bien sûr, donc voilà, euh, ce dont j'ai parlé, la priorité, la pile et le nom de la tâche. Et bien sûr, la troisième chose qui définit la tâche, c'est la pile, qui peut être soit statique, soit dynamique. Bien sûr, ça dépendra euh, soit créée avant de créer bien sûr la tâche, et sa gestion, la gestion de cette pile dépendra du heap, du fichier heap qu'on avait choisi. Et on a parlé de ce fichier avant. Alors pour cette gestion des tâches, il y a aussi, il faut savoir les différents états que peut prendre une tâche. On les a déjà vu, mais ici il y a une petite différence sur laquelle je désire revenir. Donc il y a la tâche, l'état. Donc dès que les tâches sont créées, ils sont dans leur état initial, c'est ready, c'est-à-dire prêtes. Donc ils sont prêtes à être exécutées. Alors quand la tâche elle est par exemple prioritaire, il n'y a aucune ressource qui lui manque, donc elle passe automatiquement. Donc avec préemption bien sûr, elle passe dans l'état running, c'est-à-dire en exécution. Si elle perd la préemption, elle revient en mode ready. Donc ça c'est l'état ready et running. Maintenant, si par exemple une tâche elle est soit en mode running, soit en mode ready, donc l'utilisateur ou le programmeur il peut la suspendre. Ça veut dire il va la suspendre exprès. C'est pas parce qu'il y a une fonction délai ou il y a une ressource qui manque ou quelque chose comme ça, mais c'est le programmeur qui va la suspendre. Donc l'état suspend est un état très particulier. Donc c'est un état bloqué entre guillemets, mais ce blocage il a été causé par l'appel de la fonction suspend. Et on ne peut, ça veut dire la fonction ne peut redevenir ready que si j'appelle la fonction resume. Donc ça veut dire que je sois en mode ready, que je sois en mode running, ou que je sois en mode bloqué. Bloqué, on a déjà vu une tâche bloquée, c'est-à-dire qu'il y a une ressource qui lui manque, ou par exemple, elle a été bloquée par une fonction task delay, donc il sera bloqué pendant un certain moment. Donc qu'elle soit en mode, dans l'état ready ou running ou bloqué, le programmeur peut la suspendre. Il peut la suspendre en appelant la fonction taskSuspend. Voilà. À chaque fois qu'il appelle taskSuspend, qu'il soit ici, ready, elle passe en mode suspend. Et elle reste dans ce mode jusqu'à ce qu'il appelle la fonction taskResume. Donc c'est ça la différence entre suspended et bloqué. Une tâche qui est bloquée, il y a une ressource qui lui manque. Elle devient bloquée. Mais quand un événement arrive, l'événement, ça peut être par exemple la ressource qui devient prête. Ou si j'avais appelé un délai, le délai qui est écoulé. Donc à ce moment, il revient automatiquement à l'état prête. Par contre, suspend, non. C'est vous qui la suspendez et c'est vous qui la rendez prête avec la fonction. Donc c'est ça la différence entre suspend et entre bloqué. J'espère que j'étais un peu clair. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir, ce sont les services ou les fonctions qui sont offertes par le noyau et qui concernent la gestion des tâches. La fonction principale, c'est la création de la tâche. Et là, on a vu qu'il y a le fait d'écrire le code de la tâche, ça ne veut pas dire que la tâche est créée. La création de la tâche, ça veut dire que c'est son TCP qui est créé. Donc, quand j'appelle xTaskCreate, la fonction xTaskCreate, automatiquement après son exécution, le TCP correspondant à cette tâche sera créé dans la zone heap, bien sûr, correspondant à la tâche. Et automatiquement, cette tâche sera prise en charge par l'ordonnanceur quand il va ordonnancer les tâches. Le fait d'effacer une tâche, c'est pas effacer son code, mais xTaskDelete, ça permet d'effacer le TCB de la mémoire. Et une fois une tâche n'a plus de TCB, elle sera dormante et ne sera plus prise en compte par le, par l'ordonnanceur. Donc c'est le TCB vraiment qui donne vie à la tâche. Et il sera créé par cette fonction. Donc elle a besoin de 6 paramètres. Donc le premier paramètre, task code,
Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je spécifie? Je spécifie le nom de la fonction qu'on avait déclarée. C'est-à-dire, on a dit que la fonction, une tâche est caractérisée par trois choses. Son code, d'accord, le code de la tâche. Donc ici, qu'est-ce qu'on spécifie? Le nom qu'on a donné à ce code. D'accord. Deuxième paramètre, donc ce sera vraiment un pointeur vers le code de la tâche. Deuxième paramètre, c'est task name. Et là, c'est une chaîne de caractères tout simplement. Une petite chaîne de caractères dont la taille est fixée par la constante config max task name qui est dans le fichier de configuration. Dans l'exemple qu'on a vu, il y avait 8 caractères. Ça veut dire ici, je peux venir ici et donner le nom tâche 1 par exemple. Comme ça, comme task name. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 caractères. Et le nom de la tâche, task name peut être différent du nom de la fonction qui exécute la tâche. Troisième paramètre, c'est la taille de la pile, stake depth. Donc on peut choisir la constante dont on a parlé dans le fichier de configuration, c'est config minimal stake size, c'est-à-dire la taille minimale, ou tout simplement indiquer manuellement ou personnaliser la taille de la pile. Il y a aussi un paramètre qu'on peut envoyer à la tâche pendant sa création. S'il n'est pas utilisé, on le remplace par nul. Il y a bien sûr la priorité, donc la priorité de la tâche, qui va indiquer bien sûr son emplacement dans l'ordonnancement, sachant que si vous vous rappelez la tâche idle, il aura la priorité la plus basse, qui est de 0. Parce que dans FreeRTOS, 0 c'est la priorité la plus basse. 1 c'est plus prioritaire que 2, 2 c'est plus prioritaire que 1, ainsi de suite. Le dernier paramètre, c'est task handle. Donc, task handle, donc, il renvoie un descripteur qui peut être utilisé sur les appels aux fonctions. Par exemple, pour supprimer une tâche ou pour modifier la priorité de la tâche, j'utilise ce handler. D'accord. S'il n'est pas utilisé, là aussi, on lui affecte la valeur nulle. Et bien sûr, cette task, elle va retourner, si vous remarquez bien, x, ça veut dire qu'elle va retourner une variable ou le type de base. Task, ça veut dire cette variable, son code est décrit dans le fichier task.c et le nom de la fonction, c'est create. Elle va retourner deux valeurs, soit pd pass si tout se passe bien, si la création du TCB s'est bien passée, ou pd false si la création ne s'est pas passée, ne s'est pas bien passée. Voilà un exemple d'appel de cette fonction, donc xTaskCreate. Donc, le premier paramètre ici, c'est le nom de la fonction qui va s'exécuter pour cette tâche, c'est task blink 1. Deuxième paramètre, c'est le nom qu'on a donné, c'est blink 1 tout simplement. La taille de la pile, c'est 128. Il n'y a pas de paramètre qui a été envoyé. La priorité, c'est 2. Et il n'y a pas de task handle qui a été utilisé. Donc, soit on écrit ici, ça c'est didactique comme écriture, soit on écrit cette écriture tout simplement. Donc, la première, elle est didactique, la deuxième, elle est pratique sur une ligne. Bien sûr, concernant les tâches, il y a plusieurs autres fonctions qui sont données par le noyau. Il y a par exemple le task suspend, vous vous rappelez, ça permet de suspendre l'exécution d'une tâche. Et task resume, ça veut dire de reprendre son exécution. Task delay, ça permet de suspendre une tâche pendant une durée. On la rend bloquée pendant une certaine durée. Et la durée, elle est spécifiée en tick system, qui est spécifiée par la variable, euh, la variable qu'on a vue concernant le, le tick d'horloge, qui est de 1 milliseconde dans le fichier de configuration. Il y a task delay until, donc suspendre pendant une durée déterminée. Il y a task priority set, ça permet de changer dynamiquement, c'est-à-dire pendant l'exécution du système d'exploitation, changer la priorité d'une tâche. Il y a task priority get,
C'est une requête d'information qui retourne la valeur de la priorité d'une tâche. Donc voilà. Donc voilà, grosso modo, une description ou un rappel concernant le noyau temps réel. Euh, J'espère que c'était pas une vidéo qui est longue. J'ai essayé de faire un résumé. Mais ce sont les connaissances de base qu'il faut savoir avant de commencer le premier TP qu'on aura ensemble, à savoir le portage ou l'implémentation de FreeRTOS sur un module Arduino qui sera le sujet de notre prochaine vidéo.